Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité au programme de Moto TV. Voici à présent votre journal avec un seul titre à la une. Félix Tshisekedi séjourne à Beni depuis ce mardi. Il vient évaluer les opérations des tracts des ADF et lancer à partir des Kasindi des travaux d'asphaltage de plusieurs axes routiers dans l'est du Congo. Avant l'étape de Beni, il a pris des nouvelles mesures contre la troisième vague de la Covid-19, notamment la fermeture des boîtes de nuit et des discothèques. Mesdames, Messieurs, restez avec nous pour l'intégralité de ce journal. Nous venons à peine d'en parler dans les titres de cette édition. Le chef de l'État est arrivé à Beni ce mardi 15 juin autour des 17h locales par l'aéroport de Mavivi. Sur place, Félix Tshisekedi va évaluer la situation sécuritaire où les forces démocratiques alliées ADF sont accusés de massacrer des civils depuis plus de 6 ans. Il devrait donner une nouvelle impulsion aux opérations Sokola 1 dont le commandement a connu un changement. Le président de la République ira par ailleurs à Kasindi, à 75 km au sud-est de la ville de Beni, où il lancera les travaux de construction de la route Beni-Kasindi. Un tête-à-tête est prévu avec son homologue ougandais Yoweri Museveni. Avec ce dernier, Félix Tshisekedi a signé l'année dernière des accords pour la construction de plusieurs axes routiers reliant les deux États. Avant son arrivée à Beni, Félix Tshisekedi a pris ce mardi à partir de Goma des nouvelles mesures restrictives contre la Covid-19. C'est pour protéger la population congolaise contre la troisième vague de la pandémie qui sévit au pays depuis le 8 juin. Parmi les mesures phares, c'est la fermeture des boîtes de nuit et des discothèques pour une durée de 15 jours. Les écoles et les universités vont fonctionner dans le respect des mesures barrières, mais le président Félix Tshisekedi décide à nouveau d'interdire tout regroupement de plus de 20 personnes dans les lieux publics. Découvrez d'autres mesures dans cette communication du président de la République. J'ai décidé d'instaurer les mesures suivantes avec effet immédiat, à observer à compter de ce jour et ce jusqu'à nouvel ordre. Le maintien et le renforcement du couvre-feu de 22h à 4h du matin. À cet égard, outre les points de contrôle actuels, des patrouilles de la police militaire seront instaurées. Tout contrevenant sera sévèrement puni. Le port du masque obligatoire ainsi que le strict respect des gestes barrières dont le lavage régulier des mains à l'eau et au savon dans tous les lieux publics et l'utilisation répétée des gels hydroalcooliques. L'interdiction de tout rassemblement de plus de 20 personnes sur les lieux publics. L'entrée dans les marchés publics est subordonnée à la prise de température, au lavage des mains ainsi qu'au port du masque. L'interdiction de l'organisation des deuils et veillées mortuaires dans les salles et les domiciles. Les dépouilles mortelles seront conduites directement de la morgue au lieu d'inhumation avec un nombre d'accompagnateurs n'excédant pas 50 personnes. Les contrôles sanitaires aux postes frontières nationaux seront renforcés. L'obligation de présenter un test PCR négatif réalisé en déant les 72 heures reste d'application et toute entrée sur le territoire national demeure subordonnée à la réalisation d'un nouveau test PCR auquel nul ne pourra déroger. La fermeture des discothèques et des boîtes de nuit pendant une durée de 15 jours. Les restaurants resteront ouverts dans les conditions de strict respect des gestes barrières. La gestion efficiente du personnel et le recours, le cas échéant, au travail à distance. La prise en charge sanitaire par le gouvernement de tous les cas positifs sur l'ensemble du territoire. En ce qui concerne les établissements scolaires et universitaires, ceux-ci demeureront ouverts à la seule condition de renforcement de l'observation des gestes barrières. Concernant les églises, celles-ci sont dorénavant astreintes à réduire le nombre de participants aux offices en fonction de la capacité d'accueil des lieux de culte et dans le respect strict des gestes barrières. Dans ce contexte, et comme je l'avais annoncé dans mon récent point de presse, toutes les manifestations prévues dans le cadre des festivités du 30 juin sont annulées.
À Butembo, 2 personnes blessées par balle et une importante somme d'argent pillée. C'est le bilan d'un cambriolage enregistré la nuit du lundi 14 au mardi 15 juin à la barrière de Kiambo. Selon des témoins, un groupe d'hommes armés a attaqué le bureau de Gerson Construction où veillent les agents chargés de percevoir des taxes des péages route. Isabelle Wangaimuka nous en parle dans ce reportage de Mwana Mpenzi Manzekele. C'est ici, au poste de contrôle de Kiambo, que l'attaque a vécu. Vers minuit, l'un des agents de Gerson Construction y affecté pour la perception des taxes de péage route a aperçu un mouvement suspect. Il s'est immédiatement retraché dans ses conteneurs auprès de ses collègues. Ses mains armées ont ainsi crépité des balles, dont certaines ont fini dans cet abri. D'après des témoins, ayant réussi à contourner la vigilance des gardes, ces hommes armés au nombre de 10 et porteurs de 4 armes à feu ont réussi à s'introduire dans les conteneurs. Ils ont blessé 2 agents percepteurs et emporté une somme importante d'argent. Pacifique, un lait de rescapés. La situation était vraiment terrible la nuit. Ça a commencé à 23h et ça a retenti jusqu'à 1h du matin. Il y avait des assaillants qui nous ont attaqués. Et ils ont réussi à blesser 2 de nos collègues agents qui travaillent ici à la barrière au compte de Gerson Construction. Nous n'avons pas pu comment l'identifier et puis les compter non plus. C'est que nous reconnaissons qu'ils étaient armés quand même parce qu'ils ont crépité beaucoup de balles. Et c'était grâce à nos vaillants soldats qui étaient présents. Ils ont aussi comment les repousser. Les 2 agents sont à l'hôpital de Matanda présentement. Ils poursuivent le centre de santé. Nous sollicitons l'intervention de l'État et puis qu'il puisse renforcer nos militaires qui sont présents. Peut-être que si on nous ajoute encore quelques têtes, ça va permettre à ce que ça puisse chaque fois repousser les éléments comme d'habitude. Les militaires commis à la garde ont tenté une réplique, mais en vain, ce qui explique des coups de feu attendus la nuit dans la partie sud de la ville. Toutefois, cet incident n'a pas affecté le trafic au poste de Kiambo. La dynamique des femmes pour la bonne gouvernance d'Ifegou appelle les gouvernements congolais à revoir ses lois sur l'amnistie aux groupes armés auteurs des conflits dans l'est de la RDC. D'après Rose Touambéane et sa coordonnatrice, l'amnistie est l'une des causes majeures de l'insécurité dans cette partie du pays. Intervenant dimanche 13 juin dernier à la conférence de l'initiative Amanikwetu de l'IOR, Rose Touambéane a demandé au gouvernement d'organiser plutôt des procès équitables pour que ces anciens fauteurs de troubles répondent de leurs actes devant la justice. Suivez-la dans ses propos recueillis par Mwana Mpenzi Manzekele. La RDC a tendance à calmer les conflits. Au lieu de juger les criminels, on leur accorde une amnistie qui leur accorde de l'immunité pour des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité ou des génocides. 2. La RDC entretient de l'impunité. Bien trop souvent, une paix qui est conditionnée par l'impunité pour des crimes les plus graves ne dure pas. C'est pourquoi la République démocratique du Congo, au lieu de connaître une baisse du nombre de groupes armés, et ne fait que compter des morts de ses citoyens et observer la multiplicité de groupes armés, tant nationaux qu'internationaux. Il peut fonder sur une amnistie générale n'offre que court répit avant la reprise du conflit armé et des exactions qui l'accompagnent. C'est ce que nous avons connu à RDC, où les groupes armés peuvent changer de nom et qui peuvent, une fois intégrés, ou leurs chefs intégrés, on sait des forces armées de la République, mais après 5 ans, ils vont encore revenir sous un autre nom. C'est-à-dire, au lieu que les conflits soient réellement résolus et apportent la paix, mais il y a toujours des rebondissements. C'est pourquoi il est préférable que les procès équitables puissent être organisés en vue de rendre aux victimes leur dignité en reconnaissant leur souffrance. La construction des sites dans des endroits où les gens massacrés ont été enterrés ou là où ils ont été tués est d'une importance fondamentale dans le cas de la République démocratique du Congo, où
pour soulager tant soit peu la misère de la population ainsi que sa souffrance. En justice toujours, les réseaux pour les droits de l'homme RIDO alertent sur la tendance à recourir à la justice populaire à cette période de l'état de siège où plusieurs tribunaux civils n'opèrent plus. Cette structure dit avoir enregistré 3 cas liés au conflit foncier dans les territoires des Lubero. Ainsi, Maître Mouindo Assivignoa du RIDO appelle la population à ne pas recourir à cette pratique car les tribunaux militaires sont là pour les accueillir en cas de nécessité. Suivez-les dans ces propos recueillis par Luciana Moussiviro. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous pensons que c'est d'abord une question de conscience. Il faudrait une sensibilisation ou une formation de tout le monde, de montrer à la jeunesse qu'on ne doit pas se rendre justice. S'il y a quelqu'un qui vous a préjudicié, s'il y a quelqu'un qui vous a causé du tort, ce n'est pas que vous-même vous devez trouver une solution. Il faut saisir une instance judiciaire, comme aujourd'hui sont les institutions judiciaires militaires qui s'en occupent des cas, aller auprès des parquets militaires ou aller saisir la police au lieu de vous rendre justice. D'ailleurs, à vous rendre justice, on cache beaucoup d'éléments puisqu'on ne saura pas la vraie motivation de la personne qui l'a poussé à commettre des dégâts. Mais aussi avec la justice populaire, il y a des innocents qui meurent inutilement puisqu'on les a suspectés d'avoir commis quelque chose. Si peut-être on pouvait les donner l'état de se justifier devant une instance judiciaire ou devant même la police, on pourrait connaître la vraie vérité des faits qu'on les reproche au lieu de les lâcher. Le 15 juin, chaque année, le monde célèbre la journée de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées. Cette journée permet d'accroître la visibilité des ressources et services existants pour améliorer la sécurité des personnes aînées. Ces personnes âgées n'ont pas seulement besoin d'aide physique, mais aussi d'aide psychologique pour qu'elles se sentent aimées, accueillies dans la société et se sentir reconfortées par la communauté, indique le père Jean-Marie Waïvouta, psychologue clinicien. Suivez-les dans ses propos recueillis par Roland Kiakimo. Il y a quand même une réponse politique qui doit être mise en place pour protéger les personnes de troisième âge. Mais aussi, il y a quand même, du point de vue de personnes qui vivent avec ces personnes de troisième âge, il faut qu'ils s'adaptent à ces personnes-là. Parce qu'ils doivent changer leur mode de vie. Et ce sont les personnes qui restent dans l'entourage justement de ces personnes qui doivent être aussi briefées pour qu'on sache comment on doit se tenir devant une personne de troisième âge. Parce que lui, on ne peut pas lui demander beaucoup. Les vieillards, on ne peut pas leur demander beaucoup. Ils ont fait leur temps, mais c'est peut-être les gens qui doivent les prendre en charge qu'il faut aussi aider, les outiller, pour essayer de venir en aide à ces gens, faire attention à leurs demandes, faire attention à leurs besoins, faire attention à tout ce dont ils ressentent, tout ce qu'ils ressentent dans leur vie, dans leur corps, et les aider en soi. Mais aussi, on peut donner d'autres petites solutions quand même aux personnes de troisième âge. Et d'ailleurs, là, ce sont on peut dire, les facteurs favorisant la longévité. Une personne de troisième âge a besoin de ce soutien de toute la famille, et de la chaleur familiale. Il a besoin, surtout un grand besoin très important, c'est le besoin de réponses affectives. Et cela, ça prolonge un peu la longévité de nos vieillards ou des personnes de troisième âge. Donc ça c'est encore mieux que de les amener peut-être dans des asiles où ils ne bénéficient pas de cette affection des membres de la famille. Faux constat, Omar Selemani, président de la Fédération congolaise du football association, n'a pas démissionné. Il reste toujours à son poste. Tout au long de la journée, la nouvelle annonçant sa démission s'est répandue à travers les réseaux sociaux et dans des plateformes numériques. Mais dans ces tweets de la FECOFA postés
16h de ce mardi 15 juin. Il est démenti cette nouvelle en mentionnant la démission du président, fausse alerte, même si l'intéressé avait manifesté son envie de lâcher prise aux multiples critiques après l'échec de la qualification de la RDC pour la CAN 2021. À 6 mois de la fin de son mandat, Constant Omari Selemani maintient toujours les suspens, mais dans une interview avec la chaîne française Canal+, Constant Omari avait annoncé qu'il ne se représenterait pas aux prochaines élections. Dans un autre chapitre, la course au titre pour la Linafoot Division 1 vient d'être à nouveau relancée. C'est après qu'une peine a été infligée avec club pour les matchs dans lesquels les joueurs Zao Matoutoula a pris part sous une fausse identité. D'après un document de la FECOFA, sa commission ad hoc a tranché que V Club perd 6 points, probablement 9 peut-être, chiffre qui équivaut au nombre de matchs livrés par Zao Matoutoula. Les officiels de V Club ont été suspendus pour 3 mois pour avoir introduit la demande des renseignements 3 mois après la signature du joueur. Le président de la Linafoot et le secrétaire national adjoint de la Linafoot ont été aussi suspendus pour avoir traité ces dossiers avec légèreté. Ainsi, Mazembe, qui gagne ses 6 points, reprend la course au titre. Mesdames et messieurs, c'est donc sur cette page sportive que nous bouclons cette édition Journal sur Moto TV. À vous tous et à vous tous qui l'avez suivi, nous disons merci et bonne suite des temps chez vous. Au revoir.